souviens plus. Que faut-il faire dans les fédérations, soit dans la constitution des fédérations, ou apporter des personnes qui pourraient être référentes? Enfin, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau des fédérations, parce que ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est quand même pas très... Enfin, c'est pas très Oui, oui. glorieux, hein. Ben, je pense que dans chaque fédération, effectivement, il faut qu'ils imposent un référent éthique et puis des référents éthiques dans chaque club et qui remontent les informations et que le président en fait, du club, c'est ce que j'ai dit sur la loi aussi qu'on a travaillé et qui est sortie au mois de juin, que chaque président, en fait, remonte les informations nécessaires au niveau des casiers judiciaires et au niveau des bénévoles, des éducateurs et de tout le monde au sein du club avec des réunions et qu'ils imposent un petit peu plus avec ce code d'honorabilité une convention pour aussi que les détracteurs ou malheureusement les entraîneurs qui auraient des comportements inappropriés sentent qu'il ne va pas falloir ne pas être à la hauteur ou avoir des comportements qui ne vont pas parce que ça va remonter directement à la fédération et là, le casier judiciaire sera en place. Donc, je pense que c'est vraiment un référent et le président de chaque club. Et il y a énormément de clubs en France qui doivent prendre en charge cette situation-là pour le remonter à sa propre fédération, en fait. Et qui remonte ensuite au ministère. Parce qu'on a le ministère, on a les fédérations et on a les clubs. Donc, ça passe par plusieurs stades, vous voyez. Donc, il y a un moment donné, si le président du club ne fait pas son travail, on va passer à côté peut-être de quelque chose de grave et d'important que la fédération ne saura pas et que le ministère ne saura pas non plus. Oui. Alors moi j'avais une question parce qu'on parle beaucoup depuis ce matin des fédérations, des clubs et donc aussi des dirigeants. Mais ce qu'on a rappelé au début de la commission d'enquête, c'est qu'on est dans le cadre d'une délégation de service public et dans ce cadre-là, il y a des agents du ministère qui sont mis à disposition aussi de ces fédérations. Je pense au DTN ou à d'autres personnes. Et c'est très étrange parce que depuis le début des auditions, on n'en a jamais parlé, comme si finalement il n'était pas là, il n'était pas présent, qu'il n'avait aucun rôle à jouer. Donc moi j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment que le ministère des Sports, au-delà de la cellule qui a été mise en place, mais par le biais aussi des personnes qui sont mises à disposition de ces fédérations, n'a pas un rôle à jouer dans le dispositif pour éviter justement qu'il y ait toujours ces défaillances au sein des fédérations? Oui, s'ils ont effectivement le ministère la possibilité de mettre en place ceci au sein, enfin ces personnes-là au sein des clubs, c'est un avantage et c'est quelque chose de positif. Moi, de mon côté, par rapport à l'association et mes allers-retours et les spectacles, tout ce que j'ai fait, effectivement, je n'ai pas soulevé cette thématique-là. Mais si le ministère peut mettre en place ça, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr, oui, oui, et peut-être que c'est pas suffisant. Vous avez récemment vécu aux États-Unis. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous rapporter de vos expériences là-bas? Oui, il y a notamment en fait, une convention qui est signée. C'est une association qui fait ça et je l'ai d'ailleurs, je l'avais mise de côté, je l'avais traduite en français, c'est en anglais. C'est une convention en fait d'une trentaine, quarantaine de pages qui indique en fait ce que l'entraîneur a le droit de faire et ne pas faire, qui est très strict, très sévère. Par exemple, un entraîneur n'a pas le droit de prendre la route avec un mineur, par exemple, ce qui n'est pas, c'est pas dans les règlements français. Par exemple, ça, moi j'ai pris la voiture à l'époque avec mon entraîneur et il se passait ce qui se passait. Et on l'a vu sur d'autres victimes, malheureusement. Et je pense que cette convention-là devrait être effectivement
écrite et qu'on devrait la copier pour que les fédérations signent avec ce protocole-là et que si ce protocole n'est pas respecté, eh bien, il y aura des sanctions. Par exemple, si demain, si j'avais conduit récemment avec une mineure et qu'un entraîneur ou qu'une personne me voit aux États-Unis faire ça, ça remonte directement à cette association avec cette convention qui remonte à la fédération américaine et qui tout de suite met un blâme en disant vous avez un premier blâme, merci de ne pas reproduire ce que vous avez fait. Et au bout de deux blâmes, l'entraîneur, il n'entraîne plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est une convention qu'on pourrait copier, je pense. Alors justement, au sujet de cette convention que vous évoquez, est-ce qu'il s'agit d'une convention nationale, fédérale? Elle est suivie par qui? Peut-être si vous pouvez nous donner un peu plus de précision. Il faut que je la retrouve parce que je l'avais dans mon ordinateur. Il faut que je la retrouve. C'est une convention, en tout cas, qui est automatiquement signée par la fédération. C'est-à-dire que chaque club est obligé de faire en sorte de la signer et bien sûr, de faire attention à ce règlement interne, en fait. Mais ça, je peux de nouveau regarder, me renseigner et vous faire parvenir ces documents dès que je les aurai retrouvés parce que je ne les ai pas sous les yeux là. Je ne me souviens plus du nom exact. Je pourrais dire une bêtise. Mais je peux le retrouver sans problème et vous faire part de ce règlement en anglais qu'on peut traduire en français. Je ne sais pas si je l'ai gardé en français. Il faut que je regarde dans mes emails. Très bien, pour nous les envoyer par mail, je vous remercie. 2 recommandations qui vont de pair et qui reviennent souvent dans vos propos. La première concerne l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs et la seconde concerne la reconnaissance de l'amnésie traumatique, qui est la perte de mémoire que certaines victimes subissent après une telle violence. Vous défendez la combinaison de ces 2 mesures. Vous dites parce que malheureusement, on ne se souvient pas toujours de ce qui s'est passé et quand on s'en souvient, parfois il est trop tard avec cette prescription. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Oui, eh bien, bon, ça a été mon cas, mais comme ça a été le cas de beaucoup, beaucoup de victimes, où effectivement, on oublie. Moi, ça s'est passé à l'âge de 15 ans et c'est ce qu'on m'a expliqué après, parce que moi, je ne comprenais pas quand c'est revenu, en fait. J'avais l'impression que j'avais vécu un cauchemar, que c'était peut-être un rêve, est-ce que c'était vrai, pas vrai? Et après, les psychologues et les psychiatres nous expliquent que cette amnésie traumatique, en fait, c'est pour protéger l'enfant. Le cerveau met ça de côté pour protéger l'enfant de quelque chose de très grave dont il souffre trop. Ça, c'est méconnu. Ça devient un peu plus maintenant, évidemment, on en parle depuis 3-4 ans, on en parle plus, mais c'était méconnu du grand public. Et c'est vrai, quand on disait ah, mais attends, ça fait 30 ans, pourquoi d'un coup elle parle de ça? Et on ne croyait pas aussi, quelque part. On ne croyait pas les victimes parce qu'on en parle 30 ans après. Donc, c'est vrai que l'amnésie traumatique, si elle peut être reconnue dans la loi, ça permettrait aussi à certaines victimes, lorsqu'elles témoignent, d'être crues aussi parce que cette amnésie est reconnue. Vous voyez, parce que c'est vrai où sont les preuves en fait? Ça fait 30 ans. Elles sont où les preuves? Si ce n'est pas un prédateur qui a plusieurs victimes et que toutes les victimes vont parler ensemble, c'est compliqué aussi de croire, entre guillemets, la victime. Donc, si cette amnésie traumatique, elle figure dans la loi, on comprendra pourquoi cette personne et cette victime parlent 30 ans après, parce que le cerveau s'est protégé de quelque chose de très grave, a mis ça de côté pour pouvoir vivre normalement. Mais un jour, effectivement, ça revient. Ça peut être un mariage, un deuil, un enfant, une naissance, une grossesse. Voilà, ça revient et puis ça nous revient comme une bombe atomique, effectivement, et c'est terrible. Donc ça serait effectivement quelque chose de très bien. Après, la prescription, oui, maintenant, elle a été étendue et ça nous permet d'avoir encore plus de temps. Mais si on a l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs,
ça permettrait à ce que on puisse pas, on n'ait pas de date, en fait, de date limite. Et puis si 40 ans après, on se souvient, eh bien, au moins on peut porter plainte et puis on peut se reconstruire. Peut-être que c'est plus facile aussi de se reconstruire quand on a porté plainte et qu'on est cru et qu'il peut y avoir un procès. Alors, on sait très bien que si cette loi peut passer un jour, et moi je me bats évidemment pour qu'elle passe, elle ne sera pas rétroactive. Donc, pour mon cas, par exemple, et d'autres cas, malheureusement, c'est trop tard. Mais pour les autres, pour les jeunes, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour les protéger, ça serait extraordinaire elle existe dans les autres pays, hein, au Luxembourg, à Los Angeles aussi. Voilà, elle existe et elle a été votée aussi récemment. Et je pense que ça pourrait être un grand pas aussi pour la France d'avoir cette imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Alors, j'ai une question concernant la Fédération française des sports de glace. Donc, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de juin 2023 portant sur la dite fédération pointe des pratiques très contestables, un fonctionnement fédéral marqué par l'omniprésence d'anciens dirigeants ou encore des élections influencées. Quel regard portez-vous sur les changements entamés depuis la publication de ce rapport? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et selon vous, y a-t-il des points de vigilance particuliers à garder à l'esprit concernant justement la direction de cette fédération des sports de glace? Oui, alors c'est vrai qu'on était inquiet pour cette fédération française des sports de glace qui a pris, beaucoup contre son image, évidemment, en 2019, avec mon témoignage. Et à un moment donné, ça a été la double peine, puisque moi, derrière, on m'a encore plus, malheureusement, fermé les portes. Et certains clubs ne voulaient pas entendre parler de moi parce que j'avais dit la vérité et que j'étais sans doute dangereuse pour la suite. Je pense qu'il faut évidemment rester très vigilant. Petit à petit, depuis que la nouvelle présidente est en place, il y a beaucoup de personnes qui ont été écartées. C'était des personnes, je pense, qui étaient pas bienveillantes et pas complètement transparentes, voilà, vis-à-vis des sportifs et de la fédération. Ils ont commencé évidemment à écarter beaucoup de personnes. Alors, je crois qu'il y en a encore certaines qui sont présentes, mais en tout cas, avec les statuts et avec les assemblées générales qui se font, ils essayent en tout cas aujourd'hui d'être à la hauteur des espérances du ministère qui évidemment avait mis un coup de pression il y a 3 ans suite à mon témoignage. Et il faut rester par contre effectivement très très vigilant et surtout au niveau du comité éthique dans lequel j'ai été élue au mois de juin et vérifier bien tout ce qui se passe aussi sur le terrain. Et je vais m'y atteler et je suis en contact avec eux pour aller dans les clubs et essayer de continuer à détecter, parce qu'il y a encore évidemment des problèmes, aussi bien des problèmes de violence psychologique, hein, parce que ça existe beaucoup et c'est très difficile. C'est aussi difficile. Enfin, c'est pas comparable aux violences sexuelles, mais je veux dire, ça ne doit pas arriver. Donc, je suis en place, moi, en tout cas, au sein du comité éthique pour aller sur le terrain et pour aller essayer de détecter les violences psychologiques ou éventuellement des choses un peu plus graves. Et ils sont en pleine restructuration. Alors, c'est pareil, ils ont 30 ans de retard puisque l'ancienne gouvernance a duré plus de 20 ans. Donc, il faut reprendre tout en main et ça prend du temps. Et ça ne peut pas se faire en quelques mois. Mais en tout cas, j'y suis très vigilante et j'ai un pied maintenant, effectivement, avec le comité éthique et ma propre fédération. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, c'est bon. Donc, sachez que si vous souhaitez compléter vos informations, comme je vous l'ai dit précédemment, à l'oral ou à l'écrit,
avec grand plaisir, revenez vers nous. Sinon, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez nous avoir tout dit ? En fonction de vos questions, je pense avoir répondu à la plupart des questions en étant voilà, franche, honnête et bienveillante. Là, comme ça, non, mais peut-être que des choses peuvent me revenir et qu'on puisse en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà le constat que je fais. Et je vois quand même que les choses avancent, mais il faut rester très vigilant et il faut toujours essayer de contrôler. Avant, je n'avais malheureusement pas euh, l'accès à ma propre, pour parler de ma fédération, à ma propre fédération française des sports de glace. Là, j'ai un accès via le comité éthique, ce qui me permet de suivre très près les dossiers, les affaires en cours et surtout d'aller sur le terrain parce que je crois vraiment quand quand on est une ancienne athlète de haut niveau et une ancienne victime, il n'y a pas mieux que d'aller sur le terrain pour essayer de détecter des problèmes psychologiques ou d'autres ordres. Donc, c'est vraiment ça fait partie de mon combat de continuer à être sur le terrain, sur la glace et de détecter les problèmes qui puissent arriver. Et de recevoir la parole, bien sûr. Est-ce que vous avez autre chose à nous rajouter avant de laisser la parole? Une question de Claudia Rouault. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Parce que je vous ai posé la question si vous aviez autre chose. Et par rapport aux questions, peut-être qu'il y a une question qu'on a oubliée. Un sujet sur lequel vous souhaitiez aussi nous faire des annonces ou nous aborder un thème qu'on a oublié. Je regarde juste sur mon petit cahier parce que j'avais préparé un petit peu... Non, les sensibilisations que je fais, on en a parlé. Le contrôle d'honorabilité aussi des éducateurs, des bénévoles, ainsi que les sanctions à l'encontre des dirigeants qui n'agissaient pas à l'époque. Et bien, avec cette loi, on a avancé aussi. On espère qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale dans quelques mois. Non, je pense que on a vu quand même beaucoup de points. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter là, comme ça. Est-ce que vous connaissez quand même, est-ce que vous pouvez nous signaler les signaux qui détectent, qui soient en tout cas détectables par des parents, qui expriment un malaise d'un enfant ou un mal-être? C'est une très très bonne question et je vous en remercie. Alors les mal-être, ça va être échec scolaire, ça va être un sportif qui ne gagne plus de compétition ou qui ne progresse plus d'un coup, ça peut être l'anorexie, ça peut être la boulimie. En fait, ce sont des comportements où l'enfant va avoir un problème soudain qui pourrait alerter un parent. Me concernant, par exemple, au bout de 2-3 mois d'agression, j'allais en compétition, je faisais 4 chutes par programme, ce qui m'était absolument jamais arrivé. Par exemple, ça, c'était un appel au secours, c'était que je tenais plus debout et que j'y arrivais plus. Sur d'autres athlètes, j'ai remarqué, c'était un échec scolaire. Sur d'autres, c'était ils répondaient à leurs parents d'un coup, ils ne supportaient plus que leurs parents leur disent quoi que ce soit, ils se rebellaient. Donc voilà, ce sont des signaux, ça très très importants que les parents doivent prendre en compte très vite. Une question de ma oui, collègue juste Claudia une question. Dans le cadre, vous êtes une femme de terrain, justement dans le cadre des personnes qui vous interpellent sur des... Alors là, on va sur des violences sexuelles. Vous est-il arrivé, et combien de fois, d'inviter la personne à porter plainte contre son club, sa fédération, une personne, et de l'accompagner d'ailleurs auprès de la police ou de la gendarmerie pour l'aider dans cette démarche? Alors, on a lors de témoignages comme ça, on a des personnes en place avec d'autres associations qui nous aident aussi vis-à-vis des victimes. Il y a une victime notamment qui avait vécu la même chose que moi, dans le même sport que moi, juste avant moi, etc., qui est allée à la police. Et moi, je lui ai proposé évidemment de venir avec elle. Mais elle m'a dit non, je dois y aller toute seule, je veux passer cette étape-là toute seule. Donc ça dépend en fait
de la victime, de ce qu'elle ressent. Mais en règle générale, soit on a affaire à un psychologue qui peut la conduire, soit nous, on les dirige, on les oriente. Mais moi, directement, je n'ai pas... j'ai proposé d'aider pour porter plainte ou alors de voir un psychologue ou un psychiatre d'abord, c'est-à-dire que je propose un panel de solutions pour les aider, mais je n'ai pas accompagné une victime à un commissariat pour le moment ou à un psychologue. Voilà, en tout cas, ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, avoir la suite des dossiers avec la personne qui était allée porter plainte, qui avait eu un procès, bien sûr qu'elle m'a téléphoné, elle m'a tenue informée, elle m'a dit voilà, grâce à toi, j'ai réussi à parler, j'ai réussi à aller à la police. Sans toi, j'y serais jamais arrivée. C'est grâce à ton combat, à ta force. Voilà, ce genre de témoignage, bien sûr que je l'ai souvent. Et d'avoir ce résultat-là aussi, c'est une victoire pour moi, puisque j'ai aidé la victime à aller au bout de sa démarche. Après, aller à la police, porter plainte, c'est pas forcément la victime qui va se sentir mieux parce qu'elle a porté plainte. Ça dépend de son niveau dans lequel elle est actuellement, depuis combien de temps elle a été agressée, quelle est sa situation familiale, etc. etc. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte par rapport à une victime dont on reçoit la parole. Monsieur Guéhégué a été écarté. Est-ce que vous attendiez à ça? Ou est-ce que vous attendiez aussi cette position? Ou est-ce que vous êtes déçu et que vous attendiez autre chose? Alors, je ne m'attendais absolument pas à ça parce que, encore une fois, mon livre, c'était ma dernière chance d'être entendue et je ne savais pas que ça allait prendre ces proportions-là, à la fois médiatiques et que le ministère allait prendre ça en main et que ça allait faire tout ce chamboulement que ça a donné. Donc non, je ne m'y attendais pas. Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait été écarté et que la ministre des Sports, effectivement, a pris les choses en main et encore une fois, c'était pas facile. Bon, il a démissionné, hein, il n'a pas été congédié, il a démissionné et je pense qu'effectivement, c'est une restructuration et de la part de cette nouvelle fédération, il y a eu 30 ans malheureusement de plein de choses qui se sont passées terribles sur plein de points de vue différents et qu'il est temps effectivement que les choses soient mises à plat et de recommencer à zéro. Donc oui, je ne vais pas dire le contraire, je pense que c'est une bonne chose, mais que là, il faut continuer à écarter cette personne de notre fédération qui était omniprésente encore il y a quelques mois. Mais est-ce que ça vous suffit? Ça me suffit, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, effectivement, il ne faut pas, parce qu'il est sorti par la porte, qu'il revienne par la fenêtre. Et voilà, tout est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'écarter de cette fédération. Il était encore omniprésent il y a quelques mois. Donc, il faut être très vigilant pour ne pas qu'il soit omniprésent et que ses amis ou les personnes qui ont soutenu ce président soient encore au niveau de la fédération. Il faut restructurer cette fédération et avoir vraiment un renouveau total sur cette fédération. Oui, effectivement, la question de l'entre-soi et du non-renouvellement des équipes, c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué, qui est beaucoup revenu, d'ailleurs qui traverse l'ensemble des fédérations et du mouvement sportif de manière générale. Moi, je voudrais vous interroger sur un autre aspect, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accompagnement des victimes. Et en fait, nous, on aimerait aussi entendre peut-être des propositions sur comment éviter le fait qu'on ait des victimes à accompagner, et donc comment mettre fin justement aux agressions qui ont lieu aujourd'hui au sein de ces fédérations, mouvements, clubs. Par exemple, ce matin, sur la fédération de tennis, il a été évoqué le fait que jusqu'à très récemment, il était normal qu'un entraîneur prenne une chambre d'hôtel avec une jeune sportive lors de compétitions
et que c'était quelque chose auquel ils souhaitaient mettre fin et que oui, ça nécessitait de prendre 2 chambres d'hôtel au lieu d'une, mais que c'est des moyens qu'il faut mettre pour éviter justement les agressions. Est-ce que vous avez peut-être d'autres propositions à faire spécifiques au patinage ou peut-être communs à d'autres fédérations? Par rapport à la chambre d'hôtel, effectivement, on ne doit pas dormir avec son entraîneur, donc il n'y a même pas de question à poser, il faut 2 chambres. Ça c'est clair. Et par rapport à l'idée d'avoir un double entraîneur qui se déplace en compétition qui est vraiment présent à chaque fois sur les entraînements hors glace, sur le terrain, selon le sport en fait, sur le terrain ou en dehors, je pense que ça c'est une idée qui peut être vraiment. Je pense que ça peut vraiment aider d'avoir un entraîneur homme et femme. Ça, je pense que c'est quelque chose vraiment. Il faudrait qu'on arrive. Je sais que c'est beaucoup d'argent encore une fois d'avoir un double entraîneur sur des compétitions ou sur des déplacements ou dans les clubs. Mais parce que et puis aussi il n'y a pas que les hommes, hein, il y a aussi des femmes qui agressent. Hein, aussi, hein, alors le pourcentage est minime, mais si on arrive à avoir vraiment ce double entraîneur, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut sauver certains prédateurs et certains athlètes. Ça, vraiment, je pense que c'est vraiment une idée à creuser et à peut-être imposer. Oui, peut-être une autre question aussi, parce que on nous a beaucoup été remonté le fait que même lorsqu'il y avait des enquêtes administratives, y compris d'ailleurs avec la cellule du ministère qui a été faite, la personne mise en cause n'était pas forcément écartée par rapport à la victime ou même par rapport au club où il entraîne. Est-ce que là-dessus, vous voyez peut-être une proposition, même si on entend bien la difficulté, étant donné qu'on garde la présomption d'innocence et qu'il est très difficile parfois de pouvoir avancer là-dessus. Est-ce que peut-être vous avez une proposition là-dessus? Parce que ça aussi, c'est beaucoup revenu, le fait de garder des athlètes, parfois des mineurs, en lien avec un entraîneur, un coach qui est mis en cause dans une affaire. Alors là, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est une très bonne question. On a eu des entraîneurs, malheureusement, qui ont été, nous, pour notre part, hein, dans notre discipline, qui ont été écartés 6 mois. Mais malheureusement, comme il y a cette prescription et que ça faisait plus de 30 ans que c'était arrivé et que c'était la parole contre la parole de l'autre et qu'il n'y avait pas de preuves, cet entraîneur-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le président du club si il n'y a rien contre cet entraîneur d'officiel en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, soit il le réintègre parce qu'il n'a pas le choix. Comment est-ce qu'il peut le mettre de côté s'il n'y a pas eu d'erreur, de faute annoncée, en fait, du pénal et c'est ça tout le problème. C'est qu'il y a eu des entraîneurs qui ont été réintégrés par faute de preuves et à cause de cette prescription sur le nombre d'années. Alors, je me mets à la place d'un président de club. Comment je fais? J'ai une personne en face qui a été pendant 6 mois écartée. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour ne plus qu'il travaille dans mon club? Alors, s'il ne travaille plus dans le mien et qu'on fait une convention ensemble pour qu'il ne travaille plus intelligemment, peut-être qu'il va proposer ses services dans un autre club. Et dans ce cas-là, il devient dangereux aussi pour un autre club. Donc là, effectivement, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais c'est quelque chose qu'il faut. C'est très, très important et c'est une très, très bonne question. Et je ne saurais pas y répondre. Je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments. Sarah Bibol, merci. Merci à vous. Merci de votre disponibilité et de votre sincérité. Vous vous êtes livrée et c'est ce qu'on souhaitait. Vous donniez aussi de votre vécu et un petit peu de vous, parce que nous, c'est ce qu'on recherche dans nos auditions aussi, c'est de pouvoir pouvoir écouter, pouvoir entendre, pouvoir discuter et pouvoir aussi faire des propositions aussi qui protègent nos jeunes sportifs d'un univers qui devrait être beaucoup plus serein qu'il ne l'est.
Merci Tout à fait. et à Merci bientôt. à Et vous. vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les différentes Oui, informations, bien sûr, que vous souhaitez nous apporter par la suite. avec plaisir. Merci à vous pour cette Bonne initiative. soirée à vous. Merci. Merci beaucoup.